Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Adaptateur et à travers, le podcast qui ne voulait pas choisir entre littérature et cinéma, alors on a choisi les deux en même temps. Aujourd'hui, on s'attaque à une nouvelle saga jeunesse avec Hunger Games et pour ça, je reçois deux nouvelles invitées. Salut! Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Salut, moi c'est Anaïs. Je suis apprentie libraire et je suis plutôt une grande fan de dystopie. Et salut, moi c'est Constance, pareil, apprentie libraire et grande fan de littérature jeunesse et de cinéma en général. Et donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que c'est Anaïs qui m'a convaincue de lire Hunger Games en poussant des cris d'orfraie quand je lui ai dit qu'à mon grand âge, je n'avais pas encore mis les yeux sur cette saga. Coupable, hein, coupable. Donc Hunger Games tome 1, écrit par Suzanne Collins et réalisé par Gary Ross en 2012. Ça parle de quoi? Qui se sent de faire un résumé Moi? D'accord, super, merci. Hunger Games, c'est une saga en 3 tomes, donc c'est une dystopie qui se passe aux États-Unis, dans un futur proche, mais pas non plus si proche que ça. Un futur qui a été dévasté très certainement par une sorte de guerre nucléaire, quelque chose. Tu confirmes? Ouais, c'est comme ça que ça s'est représenté, sans... Pas vraiment, peut-être pas guerre nucléaire, mais en tout cas qui a subi une... Si, une guerre nucléaire? Non, aide-moi. Super, merci. Non, mais en gros, c'est ça, c'est les États-Unis. Il s'est passé un truc, ce n'est plus notre monde, c'est un nouveau monde. C'est divisé en sorte de départements qui s'appellent des districts. Et il y en a 12. 12 ouais, plus le Capitole qui est... Ouais, c'est le bel état. C'est décrit comme étant la richesse, le luxe, le faste, vraiment dans son apothéose, contrairement aux districts qui sont, je trouve que c'est ressenti dans le mot, en fait, qui sont vraiment des quartiers, des quartiers avec des factions avec des buts, des districts, vraiment. Chaque district a sa spécialité. Donc, le premier district, c'est le luxe, si je me trompe pas. Tu te souviendras pas de tous. Ouais, on va peut-être pas tous les faire. Ok, mais voilà, il y a grave. des districts où c'est des mineurs, d'autres où ça va être des pêcheurs, je crois, il y a aussi. Il y a un district de pêcheurs, de mineurs, spécialisé dans la technologie. Dans la technologie, dans la culture aussi. Ouais, dans l'agricole. L'agricole, le verger aussi, le 11e. C'est vraiment les vergers, les arbres, c'est vraiment plus l'agricole nourricier pour le pays. Donc c'est un pays qui est quand même décrit comme étant assez sombre. On a l'impression d'être tombé sur sur un univers un petit peu plus diminué, un peu Pareil, genre vieille époque. Ouais, que après avoir atteint un certain niveau de technologie accessible et visible dans le Capitole, on arrive à lorsqu'on est dans les districts, à quelque chose de plus... Aide-moi. Diminuer. Ok. C'est vraiment le mot. Si je te regarde, c'est qu'il faut que tu m'aides. Donc ça, c'est le Capitole. Et donc Panem qui est donc le nouveau nom de... Oh. Du pays. Mais c'est le nom de l'État. C'est le nom de l'État, ouais. Voilà, ça couvrirait un équivalent des États-Unis. Si on cherche sur Internet, il y a une carte. Je crois que... non, il est peut-être pas dans le premier tome. Il y a une carte qui existe de la représentation. C'est pas une carte qui a été faite par Suzanne Collins, mais c'est une carte qui a été faite, qui est assez représentative, avec les districts et leur équivalence. Donc on a cet état-là, et on se retrouve dans le 12e district, à l'arrivée donc des Hunger Games. Et les Hunger Games, c'est une sorte de jeu télévisé, en fait, où chaque année, on prend un garçon et une fille de chaque district et ils vont tous dans une arène pour se battre à mort et qu'il en reste plus qu'un. Et ce vainqueur reçoit des cadeaux et de l'argent et une maison. Et une maison. Et une maison et de la nourriture. Une maison, de la sa nourriture, famille. une stabilité, ouais. Tout à fait. Donc ça reprend vraiment le principe, pour les gens qui connaissent, de Battle Royale. Oui. Sauf que là, c'est pas vraiment pour une classe de lycée, c'est vraiment à l'échelle de tout un pays et des 12 districts. C'est pour rappeler que le Capitole, c'est toujours les meilleurs. Voilà, parce que justement, cette histoire de district, ça s'est créé après une insurrection.
Donc, ce qu'on peut, une guerre civile peut-être amenée justement par l'apocalypse nucléaire. Qui a d'ailleurs amené à la destruction, c'est quelque chose qui est bien expliqué au début du film, là pour le coup, à la destruction d'un district, suite aux révoltes, donc le 13e, celui qui n'existe plus aujourd'hui. N'existe plus. Ou peut-être que si. Donc les personnes qui sont choisies justement pour les Hunger Games, c'est des gens qu'on va appeler des tribus. Tout à fait. Auxquels vous êtes inscrits d'office de vos 12 à vos 18 ans. Exactement. Pour certains districts, je pense au 1, 2, 4, c'est un privilège que d'être participant dans les Hunger Games. Ils sont plus volontaires que choisis de force. On voit que ça vient de ces districts qui représentent quand même une certaine élite, une certaine culture, même si ce n'est pas le Capitole. Une certaine richesse, tout à fait. Il y a carrément des... Non, vas-y. Non, je veux dire, il y a carrément des académies pour s'entraîner, pour devenir super fort et ensuite se porter volontaire. Ouais, c'est ce que j'allais dire, des tribus de carrière presque. Voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'ils sont appelés. Et on sent une cassure avec ces autres districts qui, eux, sont totalement soumis au sort, en fait, au tirage au sort, puisse-t-il leur être favorable ou non, qui vont se retrouver forcés. On le voit dans le 12e avec donc notre héroïne principale, Katniss, qui, lors du roman, explique que pour aider sa famille, elle a choisi de rajouter des sortes de petits papiers, des papiers contre de la nourriture ou de l'aide, un quelque chose, dans ce grand bol qui représente les tirages au sort, pour pouvoir elle a échangé des voix pour être peut-être élue, pour préserver sa famille. Ce que Gale aussi, son meilleur ami, va faire. Fait assez fréquemment. Comme il a une famille nombreuse, lui c'est encore plus. Parce que Katniss, ils sont que 3 chez elle, donc il y a sa sœur, sa mère et elle. Mais Gale, c'est vrai qu'ils sont vraiment un petit peu plus nombreux et c'est un petit peu plus difficile de survivre. Je trouve que c'est assez représentatif de cette pauvreté de ces districts-là, des petits districts, contrairement aux autres qui sont formés, qui sont entraînés à devenir des machines de guerre. Et donc le roman et le film s'ouvrent sur justement cette journée de la moisson. Et tout se passe bien pour Katniss puisque c'est pas elle qui est tirée au sort. Ah ouais, elle est vraiment 20 sur 20 sur l'échelle de la chance. Hein. C'est pas du tout son nom, c'est une petite jeunette qui subit ses premiers tirages au sort, qui est sélectionnée. Bon, manque de peau, c'est quand même sa petite sœur et elle a l'air d'avoir pas une très relation, envie d'y aller. Ouais, puis elle a l'air d'avoir une très bonne relation avec sa sœur. On le voit avant le tirage au sort quand même. C'est très bien décrit, je trouve, dans le livre. Elles ont, c'est presque plus 2 sœurs, mais plus une mère et une sœur. On voit que Katniss, on a une explication qui est faite. Elles ont toujours leur maman, mais elles n'ont plus leur papa. Et au décès de leur papa, leur mère a totalement pété les plombs. Et on se retrouve à avoir Katniss qui a soutenu le foyer familial et notamment sa sœur. En échangeant, en allant braconner, en échangeant tout ce qu'elle pouvait pour essayer d'attirer au maximum, d'avoir de quoi nourrir et de quoi se chauffer. Et lors du tirage au sort de sa sœur, Katniss se porte volontaire pour la remplacer. Sa petite sœur de 12 ans qui ne sait pas se défendre, qui est encore toute douce et toute... Et qui préfère s'occuper des chèvres. Et faire du lait, et faire du fromage de chèvre, quand même, hein. Personne ô combien importante. Donc sélectionnée avec Katniss qui a pris la place de Prime, Peeta. Oui, Peeta, le fils du boulanger, le dernier fils, il a plusieurs frères. Peeta, c'est donc le dernier fils d'une grande famille aussi, moins que celle de Gale, mais quand même il a plusieurs frères et sœurs. Boulanger, travaille dur. Il est apprenti pour son papa, qui est donc le boulanger. On voit, comme on voit le livre à travers les yeux de Katniss, on voit quand même que Katniss a l'impression que c'est une famille qui a plus de facilité que la sienne. Oui. Et on se rend compte au fil du livre que c'est peut-être pas finalement à 100% le cas. Tu disais que... Oui. Mais ça vient du fait justement que c'est une famille de boulangers et donc ils ont un métier alors que la mère de Katniss, on sait pas trop ce qu'elle fait, elle a pas vraiment de travail rémunérateur. Elle est infirmière mais là avec la dépression,
suite à la mort du père, du coup, elle gagne plus d'argent, elle est plus à même de faire vivre son foyer, alors que eux, comme ils sont tous boulangers, et qu'en plus c'est un métier qui te nourrit, tu peux te nourrir de ta propre production, alors qu'en tant qu'infirmière, il me semble que c'est manger les des compresses, seuls c'est pas très nourrissant. boulangers en C'est tout le cas seul boulanger du district, donc. Ouais. Ce qui fait du coup un petit district quand même, comparé genre la grandeur des États-Unis. Ouais, où j'espère que les gens sont prêts à faire la queue longtemps pour les croissants du matin. Parce Ouais. que... Tu crois qu'ils ont des croissants dans le panel? Je sais pas, peut-être pour la fête nationale, tu vois, je ne sais pas. Tita, qui vient donc de cette famille, on apprend des choses, on se rend compte qu'en fait c'est moins rose que ce qu'imagine Katniss. Parce que c'est vrai que du coup, on va avoir pas mal de petits flashbacks de Katniss et de sa relation avec Pétaf, du coup, puisqu'ils ont le même âge et ils se connaissent depuis longtemps. Comme ils vivent dans le même district, forcément, ils ont été à l'école ensemble. Et à chaque fois, justement, elle a l'impression que pour lui, ça a été toujours facile à l'école ou quand elle avait besoin d'aller voler, notamment les invendus du boulanger. Et que oui, mais et elle se rend compte au fur et à mesure que non, en fait, c'est peut-être pas aussi facile et que ce qu'elle prenait pour de l'arrogance, c'était peut-être un peu des mains tendues et qu'elle n'était pas à même de les voir. Tout à fait. Parce que ça reste une enfant. Oui, et je pense honnêtement que Katniss est une enfant justement elle aussi arrogante, une ado quand même plutôt arrogante. Elle est, c'est assez visible dans le livre. Je trouve que c'est d'autant plus notable dans le film. Oui, puis c'est quelque chose justement qu'on va suivre tout au long des 3 tomes, puisque c'est justement quelque chose qui va lui porter assez préjudice et pas qu'à elle. Voilà, son arrogance va avoir des conséquences bien désastreuses pour son district. Et pour les autres districts aussi, parce que du coup, c'est un petit peu elle qui met le feu aux poudres. D'ailleurs, oui, effectivement. Pour tout le monde. Pour tout le monde, oui. Donc effectivement, les deux sont tirés au sort, et du coup, là, ils partent au Capitole, suivre une sorte de préparation avant le début officiel des Hunger Games. Et c'est une préparation qui est très dans l'apparence. Donc voilà, on nous montre, elle nous raconte ses séances d'épilation, alors que voilà, dans le district 12, c'est clairement pas sa préoccupation. De coiffure, de maquillage, de tenue. De vêtements, ouais. C'est ça, puis voilà, donc au Capitole, c'est des gens qui ont des moyens technologiques qu'il n'y a pas dans les autres districts, avec des vêtements qui ont des propriétés assez innovantes même pour nous. En fait, oui, voilà, totalement innovantes. En 2024, on n'a toujours pas de vêtements qui peuvent imiter du feu. Ouais, c'est dommage, tiens. Ça devrait tenir très chaud. Sympa en plein hiver. Et du coup, là, c'est pour nous montrer aussi effectivement que le Capitole, c'est vraiment la débauche de luxure et de moyens comparé aux districts les plus bas qui vraiment n'ont rien et limite doivent se faire des tenues en toile de jute. On voit aussi une préparation un peu physique, mais plus de surface. Une préparation physique plus sportive, pré-Hunger Games, mais plus de surface en fait. On leur laisse pas le temps de... Ils n'auraient pas le temps de rattraper l'écart qu'ils ont entre les districts de carrière. C'est toujours dans l'apparence. C'est toujours je montre que moi je sais faire ça, comme ça les gens soit auront peur de moi, soit me prendront pour leur première victime parce que c'est toujours l'apparence qui prime. En fait, on le ressent dans cette préparation. C'est un télécrochet, quoi. C'est Big Brother, mais... C'est ça, c'est exactement ça. Parce que justement, même si les districts sont assez pauvres, il y a quand même justement cette obligation de regarder les émissions à la télé. Les émissions qui sont... C'est retranscrit partout, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le Capitole qui décide et vous devez regarder... Il y a des grands écrans qui sont diffusés de manière toujours très technologique. J'ai l'impression que c'est un petit peu... tous les appartements ont une rediffusion, tous les lieux publics ont une rediffusion. C'est ça, ouais, avec une télé d'État. On ne peut pas passer outre. Même au travail, quoi. Ouais. C'est toujours en fond. Et c'est quelque chose, en fait, on ne sait pas trop ce qui peut se passer pour toi, par exemple, si tu décides de ne pas regarder la télé. On ne sait pas trop ce qui peut se passer, mais on se doute que c'est pas de bien folichon. Ouais. On a une omniprésence sur la première partie quand ils sont encore dans le district 12 de ce personnage du pacificateur, du policier. On se rend compte que Katniss et Gale, ils ont une relation peut-être pas forcément privilégiée, mais que les pacificateurs les ont peut-être un peu plus à la bonne parce que c'est des braconniers. Ils ont techniquement pas le droit, mais peut-être que dans le 12, les pacificateurs sont un peu plus laxistes. Mais on sent quand même, c'est une figure qui revient très fréquemment, on sent une sorte de présence armée musclée qui contrôle des petits chiens du Capitole qui sont là pour faire régner un ordre, du moins de façade. Et justement, moi je trouve que c'est normal puisque c'est une dystopie, mais je trouve que c'est vraiment bien amené justement les différences entre le Capitole et le reste des districts,
avec le Capitole qui gère tout, voilà, même ce que vous regardez à la télé, la télé d'État, justement les présences policières qui sont là. Mais en même temps, pas trop, parce que du coup, les pacificateurs, ils sont dans le district et du coup, ils ont quand même un petit peu plus de moyens que les autres gens, mais non plus Mais pas c'est tant que ça. aussi des membres du district, C'est ça. des gens qui... c'est toujours, je crois que c'est toujours Katniss qui leur vend donc ces prises. On sent que même eux, ils ont besoin de ce petit surplus, car ils n'auront pas beaucoup plus de privilèges. Non, c'est ça, le Capitole, il les a envoyés dans le 12 et en vrai, à part suivre des ordres, ils ont rien de plus de la part de... Et d'ailleurs, il me semble que c'est précisé dans le livre, mais il me semble que les pacificateurs du 12 sont des gens qui ont choisi, qui sont pas forcément aussi que des gens du Capitole, mais des gens du district 12 ou d'autres districts qui ont choisi de devenir, un peu ces forces armées, et donc d'être là pour faire régner l'ordre, qui ont cherché à devenir un petit peu, les chiens à la botte de l'État, quoi. Donc dans leur préparation, ils sont aidés par des mentors qui sont en général des anciens gagnants. Tout à fait. Et là, c'est effectivement, on va découvrir Haymitch, qui est un personnage que j'imaginais pas du tout comme ça quand j'ai vu le film. Moi, je me l'imaginais, je sais pas exactement ce que j'avais en tête, mais je l'imaginais vraiment beaucoup plus de couleurs. J'imaginais pas du tout cet acteur-là. Ah ouais? Mais ça prend tout son sens, que ce soit Woody Harrelson. Je trouve qu'il a le charisme parfait pour le personnage d'Haymitch. Un film où Woody Harrelson ne joue pas un gros traître n'est pas un film. Tout à fait. Oui. Une petite passion pour les fils de chiens. Oh oui, Woody. Oh non, il a totalement hors propos dans Insaisissable. Ouais, non, c'est un petit peu un con. Non, C'est c'est pas vrai. insaisissable en plus. Ah là là. J'adore ces films. Parce que moi, je l'ai vu que dans Trop Détective. Oui. Qui joue un fils de chien, oui. Il joue un fils de chien. Il joue dans... Dans Zombieland. Ah ouais. Oui, Insaisissable, c'est quand même pas... Non, mais voilà, il joue aussi dans No Country for Old Men, quoi, à un moment. Oui, puis en fait, en général, du coup, maintenant, ça cache un peu tout, parce que quand tu le vois dans un film, tu sais que s'il y a un rôle de traître ou de mec qui va retourner sa veste, tu sais que c'est lui. Un petit peu, vrai. Si dans un film avec Sean Bean, tu sais que quelqu'un doit mourir, ce sera lui, quoi. Le suspense est un peu... Gâché. Ouais, c'est vrai. C'est faux, parce qu'il y a plein de stats qui disent que Sean Bean n'est pas du tout l'acteur qui meurt le plus. C'est une fausse... C'est un peu une légende. C'est un peu une légende, ouais. C'est une fausse légende urbaine, quoi. Mais il meurt assez fréquemment et assez vite fréquemment, quoi. Donc on arrive effectivement, on voit arriver le personnage donc du mentor, la figure du mentor. Haymitch, il a gagné les Hunger Games il y a bien les 25e Hunger Games, donc c'était des Hunger Games de célébration, puisque c'était le premier quart. Oui, alors que là, du coup, c'était 74e. Exactement. Et tu vois, moi, je l'imaginais pas aussi vieux. Enfin, pour moi, il avait genre une quarantaine d'années, alors que Et factuellement, c'est pas possible. Mais... Factuellement, c'est pas possible. Tu rajoutes 50 ans presque d'un gamin qui en avait, je crois que c'est dit au début, c'est dit à un moment, hein. Il a gagné les Hunger Games en ayant une petite quinzaine d'années. Ouais. Il était pas trop jeune, il était pas trop vieux non plus, c'est ça, hein? Ouais, il avait moins de 15 ans, je pense. Oui, c'est ça. Donc, il est d'un certain âge. Donc, on voit arriver ce Haymitch, mentor. On attend de lui donc de former ces deux tribus chair à canon. Hein, on va pas se mentir, le district 12, c'est de la chair à canon. Et on se retrouve plein de désillusions face à une bouteille d'alcool sur pattes. On va pas se mentir. Mais du coup, le fait qu'il ait cet âge-là, et que du coup, tous les ans, ils doivent former les tribus, je pense que ça s'explique aussi. Il en a peut-être un peu marre de juste envoyer des jeunes de son district au casse-pipe. Tout même à si fait. Lui, du coup, il vit avec les avantages du Capitole. Ça reste quand même son district. Et je pense qu'il n'a jamais fait le deuil des morts qu'il a dû causer. Oui, et de ce qui s'est passé pendant son Hunger Games, qu'on découvrira dans le tome 2, du coup, je crois que c'est... exactement ça. Donc, ce sera pour un prochain épisode. Donc, on voit arriver la bouteille sur pattes. Haymitch, qui est... avec qui ça commence tout de suite à clasher entre lui et Katniss. Parce qu'ils sont tous les deux pleins de verve et pleins de comment dire, Ils sont tous les deux très arrogants. Ils sont tous les deux très arrogants. Il est super arrogant. Ouais. Ils sont très arrogants et aussi très anti-Capitole. Oui. Oui, puis il veut quand même aider Katniss. Oui. En disant, je sais que ça te fait chier, mais fais ça et ça se passera bien pour toi. Et elle va justement
ne pas le faire. Ouais, c'est ça. Et du coup, à chaque fois, il sera un peu obligé d'aller lui sauver les miches en mode non, mais vraiment, Les écoute-moi. Hey Mitch. Eh. Ici, la Audrey du montage. Juste pour vous dire que là, en fait, on est parti dans une très longue digression de près de 25 minutes où on est parti dans tous les sens. Donc, j'ai trouvé que c'était pas très pertinent de le garder au montage. Donc, la coupe va être un petit peu brusque, mais en vrac. Mais Lenny Kravitz est très sexy. Olivier Mégaton est une sous-merde. Si vous ne savez pas qui c'est un réalisateur français, mais vraiment ne vous penchez pas sur lui, il n'en vaut pas la peine. Et donc là, on reprend en parlant des acteurs qu'on trouve pas totalement pertinents dans le film. Bonne reprise d'écoute. Alors que j'avais trouvé Katniss trop vite arrogante et relou, et Pita un peu fadasse. Oui, c'est ça. Où est le charisme? Pita, On il est un peu reviendra après fadasse sur les et- acteurs, mais vraiment... Et Gale, il est aussi arrogant que Katniss, et il a ce truc qui me fait me dire, genre, en fait, il est arrogant tête à claque, comme Katniss. Mais oui, Pita, il a un manque de saveur, comme du pain. c'est une tranche de pain blanc. Oui. C'est du pain de mie. Mais faut pas oublier, je maintiens, ce sont des enfants qui ont grandi. Bien sûr. Ça joue beaucoup sur, enfin, ça les excuse un peu. Un petit peu. L'arrogance de Katniss et de Gale est très portée sur... En fait, je trouve que dans le livre, il est plus ou moins bien dosé. Sur écran, je trouve qu'il est too much. T'as l'impression que Gale, il est dégoûté à chaque fois qu'on le voit sur l'écran. Que Katniss, elle est en train de rouler des yeux et d'avoir 3 balais dans le cul tout le long du premier film. C'est vraiment... Elle est et je trouve que justement, elle fait moins gamine, moins ado perdu, moins ado qui doit défendre son grade bide, quoi. Ouais. C'est vrai. En fait, dans le roman, tu peux te dire que c'est juste de la fierté. De s'en sortir malgré l'endroit d'où elle vient, alors que dans le film, t'as juste l'impression que c'est juste une fierté, qu'on la reconnaisse pas à sa juste valeur, parce que... Tu vois, limite, c'est Jennifer Lawrence qui te dit « Bah, vous m'avez pas reconnue ?» Ouais. Tu vois, un peu comme Émeric Caron à la caisse de H&M, quoi. Passons. Qui a dit, mais enfin, vous ne savez pas qui je suis? Bah si, mais vous n'avez pas le ticket, donc pas de retour. Enfin, à un moment, je ne peux rien faire. Je ne vais pas inventer le ticket. Pas de ticket, pas de ticket. Hein. Pas de chocolat. Du coup, Sina. Donc ouais, Et parce Mitch. que pour... avant même qu'ils arrivent au Hunger Games, il y a beaucoup de passages à la télévision, d'interviews, de ce genre de choses, où justement les stratégies commencent à se mettre en place maintenant, puisque une fois qu'ils seront dans l'arène, ils seront tout seuls, avec des sponsors qui pourront quand même leur apporter des petits colis de temps en temps. Mais justement, il faut réussir à séduire les sponsors dès maintenant et marquer des points de la popularité, un petit peu voilà, comme à la Star Academy, où pour sauver Machine, votez 2, pour expulser machin, ne votez pas 3. C'est un petit peu ça, c'est vraiment le côté télécrochet. C'est l'omniprésence de la caméra. Ils sont sur scène, ils sont montrés. D'abord, ils font une première incursion sur Ado-Char. Ils font une première incursion à Ado-Char. Où on nous présente justement tous les tribus. Exactement, où, avec leurs forces. On représente les districts un peu plus en détail, donc. Les costumes, justement, sont assez détaillés. Représentatifs aussi des districts Tout à fait. on vient. Et ils sont entraînés pour passer devant des caméras, et c'est là qu'arrive la présence. Donc techniquement, ils arrivent à peu près en même temps que Haymitch, mais la présence donc de Effie, celle qui tire au sort donc les 2 noms des 2 tribus, donc le nom de la sœur de Katniss, Prime, puis donc Sina, Pita, pardon. Elle les suit. On a l'arrivée donc de leurs 2 costumiers, stylistes, oui. Donc Sina et Portia, exactement. Conseillers en images. Sina et Portia, on voit beaucoup moins Portia puisqu'elle s'occupe de Pita, et que comme le livre est du point de vue de Katniss, on s'attache surtout à Sina, mais elle fait quelques petites apparitions. Elle est un peu, elle est intéressante. Elle est là en filigrane, et on a aussi d'autres aides à la beauté qui sont là pour donc les aider à être lisses, à être paper perfect. Et c'est justement la télé. c'est des personnages que je trouve intéressants, puisque donc ils sont du Capitole, ils travaillent pour le Capitole, ils travaillent pour toute cette machination, mais on sent qu'ils leur veulent pas du mal, en fait. Tout à fait. On sent peut-être un petit peu de... Alors, Sina pas trop, mais on le voit sur
les Z, alors je crois qu'on a leur nom, mais j'ai un trou, celles qui font toute la partie beauté, qui sont très grimées, qui sont décrites comme étant avec des cheveux colorés, modifications corporelles un petit peu, des implants, ce genre de choses-là, qui sont représentatifs en fait du faste et du grandiloquent du Capitole. Alors que Sina un peu moins, il est quand même décrit comme plein de couleurs. Et plein de joie. Il est exubérant aussi, mais du coup, mais plus bienveillant. Il est bienveillant, en fait, il va pas juger, alors que les Z, justement, limite, elle les insinue que Katniss, c'est qu'une crasseuse. Genre, Oui, elle l'a lavé plusieurs fois et tout. À un moment, elle rigole et ils disent pardon, mais tu es tellement velu. Oui, ou un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment du oulala, nous, on n'est pas comme des ça. Poils, oh là là. Et c'est pour ça qu'avoir choisi une actrice un peu comme Jennifer Lawrence, pour moi, ça marche pas. Non. Parce qu'elle est trop belle. Ouais. C'est vrai. Tu vois, elle est trop belle, trop parfaite pour être ce genre d'adolescente. Trop vieille. Trop vieille aussi. Oui, trop. Bon, ça, après, les âges et les acteurs, c'est toujours compliqué. Oui, Ah bah non. Elle colle pas au personnage pour moi dès ça, en fait, dès l'aspect physique, parce que il aurait fallu quelqu'un peut-être d'un peu plus. Alors, ça va être péjoratif dit comme ça, mais quelqu'un d'un peu plus grossier. Tu vois, quelqu'un d'un peu moins parfait. Non, mais je vois parce que Katniss est quand même décrite comme étant ayant une peau un teint olivâtre. C'est une fille de l'extérieur. C'est une fille. Elle passe son temps dans la forêt, c'est dans ça. les champs. Oui. Elle est sportive. Elle est robuste quoi. C'est une meuf qui est musclée, qui est là pour, qui est pas forcément là pour la gagne, mais en fait quand on la voit, on se dit, en fait, elle a un potentiel parce que ça se voit. Oui, puis quand ton but c'est de survivre et de trouver à bouffer. T'as pas le temps de te faire un gommage et une épilation au sucre. Ouais, c'est ça. Clair. Moi, je l'imagine un peu plus redneck américaine, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Moins jolie fille, quand même très fine. Parce qu'on va pas se mentir, Jennifer Lawrence, c'est une grande nana fine et svelte. Oui, alors du coup, la scène de l'épilation, t'y crois pas parce que... Enfin, il y a rien à épiler, c'est comme les pubs pour les épilateurs électriques où la meuf, elle est déjà full épilée définitivement. Bah Tout non, à du coup, ça ne marche pas. C'est ça, c'est... Le rapprochement se fait pas, mais c'est vrai que il y a ce rapport-là à l'image qui est bien approfondi sur le pré-Hunger Games, sur l'image de Katniss qui représente la crasse des districts les plus bas versus ces personnes très colorées, très grimées du Capitole et plein de comment dire d'arrogance, mais eux aussi, mais d'une autre manière. Voire presque totalement perdu face à ce que représente finalement la grande partie du pays, donc la grande partie de Panem, qui sont les districts, quoi. Quand ils les voient, c'est un petit peu des animaux de foire. Ouais. Et ben justement, ouais, en fait, Sina, en fait, il a un petit peu le même rôle que Haymitch là-dessus, où en fait, il va expliquer à Katniss que, ouais, mais avoir une jolie tenue, ça fait aussi partie de la stratégie. Et là, en fait, elle va l'écouter un petit peu plus que Haymitch, parce que il arrive avec une approche qui est beaucoup plus douce. Oui, il va lui dire, ouais, je sais que t'as pas l'habitude de porter des grandes robes, et en plus, quand tu vas tourner, celle-ci, elle va prendre feu, mais fais-moi confiance. Ouais. Et justement, ouais, c'est vraiment un de mes persos préférés, parce que je sais pas, je trouve que c'est un beau perso, et qui va apporter beaucoup de choses dans la suite, mais ce sera pour des prochains épisodes. Effie. On a Effie. Qui vient du Capitole. Ah oui, et pur produit du Capitole. Se voit. Ouais. Physiquement, elle est décrite comme venant du Capitole et elle se rend. Pour elle, les Hunger Games, c'est joyeux, c'est super. Elle est. Oui, c'est ça, c'est un jeu parce qu'elle a grandi comme ça. Elle le voit comme une grosse farce, une grosse foire. Oui, pour elle, en fait, il n'y a pas d'enjeu à part du divertissement, alors que il y a factuellement normalement 23 personnes qui vont mourir. Voilà, clairement, bon. Elle semble un petit peu, pas forcément triste, mais un petit peu peinée d'être la représentatrice de ce district qui ne gagnera quasiment jamais, qui a gagné une fois, quoi, avec Haymitch, où elle était même pas là. Elle semble être un petit peu presque peinée de pas être plus sur le devant de la scène. Oui, c'est ça, elle aurait voulu être dans un district qui est un petit peu plus prestigieux, et elle va tout faire un petit peu pour justement attirer l'attention sur elle, le prestige. Voilà, c'est quelqu'un qui est quand même très à cheval sur les bonnes manières. Oui. Sur le visuel, sur le visuel, voilà, sur le paraître, vraiment. Sur le paraître, tout à fait.
Mais tu sens qu'elle s'attache quand même à eux pendant ce moment de préparation qu'elle passe finalement, parce que je crois que c'est 2 semaines de préparation. Et c'est pas beaucoup, mais en même temps c'est énorme, parce qu'elle passe tout son temps avec eux et elle s'y attache finalement à ces petits gens-là qu'elle avait pas du tout envie de voir à la base. C'est limite à se demander si c'est les premiers avec lesquels elle s'attache ou si c'est vraiment... si c'est eux particulièrement qui ont une fibre un peu plus combative, un peu plus... peut-être un peu plus proche de la gagne, quoi. Qui ont un peu plus une âme de vainqueur. C'est peut-être moins des perdants nés, on va pas dire ça, mais un peu quand même. Ouais. C'est peut-être aussi ça qui fait que... ils sont rebelles, mais pile comme il lui faudrait pour essayer de la secouer. Et c'est ça qui fait qu'ils s'attachent les uns aux autres. Et puis peut-être là, le fait justement qu'il y ait une stratégie qui soit décidée par Haymitch dès le début, de par le passé des 2 tribus, que nous, on va comprendre au fil du film. Peut-être que là, elle se dit que ça vaut peut-être le coup de tenter un truc, alors que sur les autres des années précédentes, ils étaient peut-être plus lisses, ils n'avaient pas d'atomes crochus entre eux. Oui, ou peut-être moins proches de gagner. Enfin, les gens du district 12 sont quand même décrits comme étant faméliques et totalement atomisés par le travail à la mine ou le peu de choses qu'il y avait à faire dans le 12, quoi. Oui, puis là, justement, dès le début, en fait, des entraînements, tous les tribus doivent passer devant un juré pour montrer un petit peu leur talent. Et là, Katniss, elle va se démarquer. Et Pita aussi va se démarquer, mais du coup, comme c'est du point de vue de Katniss, nous, on est vraiment sur ce truc-là où elle a un arc, puisque voilà, elle chasse à l'arc, donc normalement, on sait qu'elle sait le manier. Et quand elle se présente au jury, ils en ont rien à faire. Ils regardent à côté, ils sont en train de boire leur petite coupette de champagne et de pas du tout lui prêter attention. Et du coup, il y a un cochon avec une pomme dans la bouche et elle va tirer dans la pomme qui est dans la bouche du cochon, donc en direction des jurés. Et c'est ce qui va lui valoir la meilleure note, qui est une note qui est normalement jamais attribuée. Elle va se démarquer en montrant qu'elle est arrogante, pile comme il leur faudrait pour attirer un plus grand audimat aussi. Et qu'elle a plus de force, qu'elle a plus de combativité, elle est presque hargneuse comme il le faut. Et je pense qu'on voit aussi, c'est un peu moins montré, mais on voit aussi que Pita, il a cette force, il a cette possibilité quand même de pas faire partie des 12 premiers à crever, quoi. Oui, c'est ça, il a pas envie d'être là, mais il va quand même tout faire pour faire ce qu'on lui demande. Il est là pour faire le taf et peut-être essayer de s'en sortir, même s'il le dit lui-même. Sa mère lui a dit, et lui il le sait, s'il y en a un du district 12 qui a effectivement un jour, et là il y a une possibilité de gagner, ce sera pas lui, ce sera Katniss, quoi. Ouais. Il le sait, et il fera tout pour essayer de lui apporter peut-être la gagne. Ouais. Ce qu'il va faire dans les interviews. Oui. Cette transition. Parce que ouais, justement, du coup, au cours de l'interview, d'ailleurs, j'adore cet acteur. J'adore Stanley Tucci. Ah ouais. Quand je l'ai vu ouvrir le film avec lui, j'étais là. C'est déjà gagné. Voilà, c'est bon. Ah oui, puis alors, ces mouvements dans le film, ces mouvements il prend la pause. C'est fantastique. Et donc, chaque tribu passe pour raconter un petit peu sa vie, ses motivations, son histoire, tout ça. Et là, c'est la révélation. Pita. Êtes-vous amoureux de quelqu'un, Pita? Oh là là, oui, mais bon, je devrais pas le dire. Oh mon Dieu. Mais vous voulez lui dire? Mais pas la peine. Elle sera dans l'arène avec moi. Je suis la seule qui ait trouvé ça totalement outrageant. Le consentement, Pita. Elle avait peut-être pas envie d'entendre. Pour moi, c'est l'équivalent du flash mob pour une demande en mariage. Rédhibitoire. Ah ouais, envie de meurtre dès le début. Les demandes en mariage à Disney. Oh flash mob demande en mariage à Disney. Mais c'est ça, pour moi. Cette scène, elle est insupportable à voir. Elle m'a irritée au possible, puisque il va lui attirer des faveurs, alors qu'on voit, donc elle passe... on voit que lors de son interview, quand même, elle passe un peu pour une ingénue, mais en même temps un petit peu, un peu écervelée, un peu combative aussi quand même. Mais elle va pas attirer le meilleur œil sur elle. Oui, elle essaie de jouer le jeu, mais comme c'est pas du tout dans sa nature, c'est assez difficile et du coup ça marche pas très très bien. Mais là, on en arrive quand même à quelque chose de totalement non consenti. Il met sous les spotlights en mode les amants maudits, c'est d'ailleurs quelque chose, c'est un terme qui est repris tout le long du roman pour
leur faux couple, finalement, leur fausse strate de gagne. Et je trouve que la réaction juste après de Katniss, qui réagit donc avec beaucoup de colère, qui le prend très mal, est tout à fait compréhensible. C'est une stratégie, certes, mais il n'y a pas de consentement avant. On lui a pas donné le choix, ne serait-ce que de dire oui, peut-être, non. Oui, c'est ça, c'est quelque chose qui est vraiment fomenté dans son dos. Oui, personne lui dit. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'elle va vraiment mal le vivre au début, surtout qu'elle ne sait pas si c'est une stratégie, si c'est vrai. Et plus ils essaient de lui expliquer, et plus elle découvre des choses, et pire c'est. Et vraiment, j'étais là. Alors, vous êtes dans une arène et le but, c'est de vous entretuer. Mais vraiment, prenez 5 minutes pour discuter. Genre, faites pouce. Ouais, carrément. Et vraiment, discuter parce que du coup, le temps aurait fait 50 pages. Mais bon, ok, admettons. Oh, pas forcément, mais... Ouais, c'est quelque chose qui est vraiment difficile, à vivre pour elle. Parce que du coup, elle est là pour montrer ce qu'elle vaut. Et puis elle le considère même pas, elle l'envisage même pas comme ça. Pour elle, c'est un gars de son district, quelqu'un qu'elle a connu, qu'elle a vu, qui lui a donné presque pour elle comme du mépris, qui l'a aidé, mais... Oui, c'est ça, qui se considère supérieure, et du coup, elle a un gros sentiment d'infériorité par rapport à lui qu'elle veut essayer de contrer. Et du coup, elle va essayer de se battre, mais du coup, elle est plus là pour se battre pour elle. Du coup, elle passe tout de suite pour la petite amie, la damsel in distress, et du coup, elle va plus se battre pour elle-même, en fait. Elle devient partie d'un tout, et on lui a pas donné l'occasion de... On lui a pas donné mot au chapitre, quoi. Ouais, clairement. Et donc, les voilà dans l'arène. Ils ont 15 jours pour survivre. Enfin, ça dure 15 jours ou ça peut durer plus longtemps? Je me rappelle plus. Ça peut durer très longtemps. Ils ont un temps totalement indéterminé. Ok. C'est vraiment... pas le plus long ça dure, le mieux c'est quand même, parce qu'on voit que sur la fin, ils en ont un peu marre. Oui, il faut tout pour que ça se termine au plus vite. Oui, puis t'en as beaucoup qui meurent dès le lancement, en fait, où justement t'as tout ce matériel qui est mis au milieu et tout le monde qui va venir se servir. La corne d'abondance, ouais. La corne d'abondance, et justement, ça va être un sacré massacre, alors que justement, eux, Haymitch leur a dit non, mais barrez-vous, ne prenez rien et partez. Fuyez parce que ça va être un bain de sang. Ça va être un bain de sang. Et... Elle écoute pas vraiment. Ouais, elle hésite. On n'est pas étonnés. Elle chope un sac, mais qui n'est pas vraiment dans la corne d'abondance, donc elle s'en sort. Elle en sort in extremis, et à la fin donc de ce massacre-là, donc sur les 12 premières heures, il y a quand même la moitié des tribus qui sont tuées. Oui. Donc c'est un bon gros massacre. Je pense que c'est ça qui fait que vraiment c'est une compète télécrochet qui doit durer aussi longtemps que ça doit durer, mais qui est quand même là pour montrer du bain de sang. Oui. Donc faire peur, donc... Et c'est justement ce qui va se passer, parce que du coup, elle s'enfuit de son côté, et on nous montre qu'en fait, elle vit plutôt pas mal, en fait. Du coup, à force d'avoir rien, elle sait se débrouiller dans la nature, elle sait trouver de l'eau, comment se faire un abri, se nourrir. Et du coup, comme ils sont espionnés quand même 24/24, justement, ils vont essayer de faire en sorte qu'ils se rejoignent les uns les autres. Oui, ils vont la ramener vers... exactement. Pour la ramener vers le centre. Oui, on voit que Katniss s'éloigne au maximum du bord de l'arène, et elle est ramenée de force par cet amas de gens qui contrôlent tant les bêtes que les intempéries, que tout ce qui se passe dans le Capitole, tout ce qui se passe dans l'arène, et qui sont là pour donner un peu plus de challenge à la compétition quand ça commence à devenir un petit peu moumou, quoi. Ouais. Et du coup là, ils finissent du coup par se retrouver. Sauf que manque de bol. Pita apparemment fait alliance avec ceux qu'on nous a présentés dès le début comme étant des grosses merdes. Des grosses merdes. Voilà, des gens qui sont là les sans carrières. foi ni loi. Ouais, les carrières. Donc les carrières. Les districts 1 et 2. Ouais. Donc on a Cato, Clove, Glimmer et Marvel. Voilà, c'est des super noms qui transparaissent de leur puanteur de cul. Et donc, on retrouve Pita avec ses 4 tribus de carrière. Pita qui a l'air d'être avec eux bon gré mal gré. Alors que tu vois, je trouve que dans le film, on a l'impression qu'il vit sa meilleure vie. De ouf. Alors que dans le livre, justement, non, on sent qu'il est là... Il s'est un petit peu allié envers eux parce qu'il a montré qu'il avait des compétences. Ouais. Mais en même temps, ça le fait chier. Et on sait pas trop... j'arrive pas trop à savoir si...
du moins dans le livre, s'il le fait pour protéger Katniss, pour protéger ses fesses, ou pour protéger leur deux paires de fesses, quoi. Ouais, bah je pense que c'est vraiment ce qui est sous-entendu, alors que dans le film, t'as vraiment l'impression que genre, ça y est, il s'est trouvé des potes, ils vont au Club Med, quoi. Complètement. Bah, de Franchement, son côté. à un moment... De son côté, parce qu'on voit quand même qu'il est un petit peu sous le scrutin toujours des deux du district 2 qui le gardent à l'œil, qui ne lui font pas confiance du Les tout, carrières, ils ont clairement fait alliance avec lui pour retrouver Katniss et pour pouvoir la buter parce qu'ils se rendent compte que c'est elle qu'il faut... Oui, qu'elle est dangereuse, Voilà. avec ce qu'elle a prouvé au moment des tests Ouais, complètement. et de la démonstration. Mais tu vois, à un moment, on s'est fait la réflexion quand on a regardé le film, c'est que il y a un eye contact entre Katniss et Peeta, ils sont que tous les deux, et Peeta, il lui fait même pas genre un clin d'œil, ou en lui disant genre, c'est ok, c'est de la strat. Non, c'est juste, il se regarde, et après il s'en va. Et t'es en mode, mais tu aurais pu lui dire là, enfin... Ouais, mais tu vois, je me suis dit, est-ce que ce serait pas mal vu par le Capitole? Est-ce qu'ils essaieraient pas de leur tendre un nouveau piège? Eh ben Tu non, vois. justement, parce que justement, ça aurait pu rester dans cette stratégie pré-Hunger Games d'amant maudit. Je suis avec les méchants, avec les gros durs pour te protéger. Mais il y a rien qui le montre. On a l'impression que cette stratégie qui avait été peu ou prou établie pré-Hunger Games est totalement abandonnée une fois qu'ils sont dans l'arène. Oui, et c'est quelque chose qui revient bien plus tard. Ah bah en fait, on avait oublié ça. Genre la script est revenue, elle était en arrêt maladie, elle est revenue, elle dit les gars, vous avez oublié des choses. Hein. Oui, c'est ça. Ah oui, on est censé être in love. Voilà. Bon. Et du coup, ils se retrouvent à se revoir dans ce contexte-là. Katniss, elle est un peu très deg quand même, parce qu'on va pas dire qu'elle avait commencé à éprouver des sentiments pour lui, mais il y avait une certaine empathie, une certaine relation qui s'était créée. Et Oui, puis elle commence à se dire qu'effectivement, si cette stratégie des amants maudits, ça doit lui sauver la vie, allons-y. Tentons-le, et puis... va s'en suivre une scène de chasse, oui, tout à fait, où ils vont donc tous les 5 la retrouver, la mettre en détresse. Elle va être bloquée sur un arbre, et pour s'en sortir, elle va avoir l'aide de Rue. Rue qui est la fille du district 11, donc le district agricole. Non, des vergers, ouais. Et on nous montre justement, enfin on sait, quand on a eu la présentation, on sait que c'est la plus jeune. Que c'est vraiment... elle a tout juste 12 ans, c'est sa première inscription aussi. Et du coup, je pense que Katniss, elle s'y attache vraiment. Parce qu'elle se dit que ça aurait pu être Prime. Parce qu'elles ont le même âge et... Même si on voit que Rue, elle est très débrouillarde, elle est déjà décrite pré-arène comme étant très agile, pleine de ressources, vraiment une sorte de Katniss plus jeune aussi. Je pense qu'il y a ce rapprochement-là qui se fait dans la tête de Katniss, c'est un petit peu l'âge de sa sœur, la figure sororale, mais c'est aussi la débrouillardise qu'elle a eue à son âge. C'est elle, lorsqu'elle a perdu son père et qu'elle a dû tout faire pour survivre. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une sorte de double, et de sa sœur et d'elle-même, et du coup, va y avoir un peu une alliance entre les deux. Justement, Rue qui lui dit... il y a un nid de guêpe juste au-dessus. Guêpe génétiquement modifié, bien sûr. Voilà, évidemment, comme partout, dans le Capitole. Voilà, extrêmement mortel. Et dans les arènes. Ouais. Et Katniss va couper donc la branche, va faire tomber le nid, va tuer sur le coup Glimmer. Ouais. Et c'est décrit de manière, j'ai un souvenir très net de cette scène décrite dans le livre que j'ai trouvé glauque au possible, des membres rigidifiés par les piqûres, elle est pleine de pus, et on a Katniss qui elle aussi a été un peu touchée par les guêpes, qui essaye de s'enfuir et qui va se dire non, en fait elle a piqué mon arc et mes flèches, et qui va essayer de lui enlever, lui retirer de son cadavre encore chaud et purulent l'arc et le carcan. Et j'ai eu un souvenir vraiment de pur dégoût sur cette scène où j'ai passé je lisais les paragraphes en me disant oh, c'est dégueulasse. Ce qui nous amène par extension, à un des moments les plus tristes du film. Oh non. Les films, du livre, de la saga. Voilà, de l'année, voilà. De tout. Oh attends, parce qu'en plus après, elle a fait un autre film où elle meurt, l'actrice. Ah ouais. Ouais, elle aime bien mourir, elle aussi, je crois. Ouais, le moment le plus triste du livre, sortez vos mouchoirs. Et ne nous en tenez pas rigueur si vous nous entendez renifler. Non, moi ça va.
J'ai pas pleuré devant Hunger Games. Là, tout à l'heure, en le revoyant, je peux te dire, effectivement, le moment de sa mort, je le trouve dur. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que bien que le livre, il ait été décrit, il est quand même assez graphique en termes de description des morts. Pas trop non plus, mais voilà. C'est la preuve de la très bonne adaptation. Hein. Le film l'est tout autant. Ouais. On voit Kato tordre le cou d'un mec, lui briser la nuque. Ouais. Et ça me hérisse toujours le poil, quoi. Je trouve que ça fait partie de ces scènes un peu. Non, mais oui, bien sûr. La mort de Roux, c'est vraiment une scène horrible. Si. Non, j'allais dire avant ça, on a quand même. Je trouve que c'est mal vu dans le film. Elles passent beaucoup de temps ensemble, mine de rien. Elles font plein de projets pour aller faire chier les autres, quoi. Pour essayer de... On les voit survivre. Ouais, c'est ça, on les voit survivre ensemble. Elles forment des... Elles forment une vraie alliance, ouais. Oui, elles bondent. Elles forment une famille, en fait. Il y a un vrai lien qui se crée. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez peu vu, peu ressenti dans le film. Moins bien ressenti. On voit qu'il y a une certaine alchimie qui est créée entre Roux et Katniss, déjà sur le temps formation, le temps... où elles sont en train de s'entraîner, sort of. Et il y a un lien qui se crée après, lorsque Roux, elle lui tend une perche pour l'aider à sortir du bourbier dans lequel elle était, dans le pétrin dans lequel elle était. Et on a donc quelques scènes et un ou deux bons chapitres quand même de ce temps qu'elles vont passer toutes les deux ensemble, de cette relation, une sorte de... Comme au début, finalement, une sorte d'accalmie au milieu de ces Hunger Games où on les voit... presque vivre en communion dans la forêt, quoi. Tout à fait. Jusqu'à ce qu'elle meure. Voilà. Jusqu'à ce qu'elle meure. Non, mais en vrai, ça va détruire Katniss parce que je pense que comment elle meurt. Bon, spécialement, on peut laisser un peu de surprise aux gens. Tu vois, il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu le film et qui, du coup, se font allègrement spoiler, mais... Tu vois, qui comme moi en fait écoutent des podcasts sur des films qu'ils n'ont pas vus parce qu'ils s'en foutent d'être spoilés. Moi je trouve que c'est veulent quand même un peu de surprise. Hyper représentatif parce que c'est filé avec ce temps qu'elles passent ensemble, ces plans sur la comète qu'elles lancent. Elles vont décider de marquer, à faire un gros coup quand même et de détruire du coup les ressources des autres qui paradent un petit peu, qui fanfaronnent quoi. Ils sont dans la corne d'abondance, ils ont tout, haha on est les meilleurs. Et là, les deux, elles décident de dire, bon, allez, on va bien les faire chier. Et puis là, ils commencent un peu à nous casser les ovaires, quoi. On va leur couper les vivres. Et c'est ça qui mène à sa perte. Mais c'est vrai que c'est une scène qui est un peu jouissive, effectivement, quand on voit tout exploser. Et qui est contrebalancée par le gros coup de massue, en fait, que Katniss se prend. Bah oui, juste elle meurt. Non, juste elle meurt, mais elle se fait tuer par un des tribus des carrières que Katniss tue juste derrière, quasiment en même temps. C'est son premier meurtre du coup, oui. à Katniss. Oui, complètement. C'est son, oui. C'est un meurtre de... Bah, il y a celui de protection et de vengeance. Il y a celui de Glimmer, en fait. Quand même. Oui, c'est vrai. Puisque elle la tue à cause. Destination, ouais, voilà. C'est pas pareil. Non, tout à fait. Là. Marvel, donc le garçon du 1, elle le tue par un coup de flèche, quoi. Complètement. Premier coup, d'ailleurs. Ouais. Oui. Elle l'a du premier coup, elle l'abat au moment où lui abat Roux. Par un lancer de... C'est quoi, c'est une lance, je crois. Bon, bref, c'est pas très important. Si, c'est ça, il est doué pour le lancer. Et elle va rester avec elle jusqu'au bout, elle va lui chanter une chanson... elle va ensuite pas l'enterrer, mais elle va lui faire une vraie sépulture elle va cueillir des fleurs. Elle va vraiment la traiter comme une enfant et comme une humaine, je trouve, contrairement aux autres tribus qui juste tuent pour survivre. Là, elle en fait quelque chose et ça va déclencher dans le 11 un genre de soulèvement, ouais. Et c'est quelque chose justement qui reviendra après quand le district 11 va en vouloir à Katniss pour la suite des événements et qu'elle va dire non mais moi quand elle est morte j'étais là et j'ai tout fait pour qu'elle parte en paix. On lui crée une sépulture et tout et il y a justement sa famille qui dit bon bah on t'en veut pour ce qui s'est passé derrière mais
t'as fait ça, donc... Oui, c'est ça. Ok. Ça va aussi, d'ailleurs, lui sauver la vie quand, plus tard, Tresh, le garçon du 11, va lui dire... il va lui dire, bon, je te laisse en vie cette fois, parce que t'étais avec Roux et... Parce que tu l'as protégée. Voilà, c'est ça. Et t'as tout fait, mais voilà, elle est morte, mais c'est pas de ta faute. Oui, c'est ça. Alors j'ai un moment de doute, mais quand est-ce que le 11e district va en vouloir à Katniss ? Dans le deuxième ? Dans le tome 2. Il y a tout un truc où... Quand elle décide de leur donner une partie de son... Ouais, puis tu sais quoi, il y a toutes les répressions qui commencent et tout, ils disent, bah ouais, mais en fait, nous, on était tranquilles, presque. Ouais, oui, et c'est on vrai. allait se soulever de notre côté, mais avec tout ce que t'as fait, bah du coup, là, on est obligé de se soulever tous ensemble, et du coup, là, la répression, c'est de ta faute. Genre, fallait rester à ta place, en fait. C'est encore une fois, quelqu'un qui lui reproche ça, quoi. C'est vrai. Mais Katniss traite Roux comme une vraie personne, elle lui offre une vraie sépulture, et après, elle craque. Elle est décrite comme craquant totalement, comme si elle avait vraiment perdu sa sœur, comme si elle avait perdu une sorte de doublon de sa sœur. Et c'est très bien marqué dans le film, d'ailleurs. Je trouve que c'est très bien représenté. On la voit totalement hystérique, en crise de larmes, en train de... Comme si elle avait perdu un membre de sa famille. Oui, totalement. Et elle a perdu aussi un petit peu, du coup, du reste d'humanité qu'elle avait. Alors que le Capitole, justement, cherche à ce qu'il n'y ait plus aucune humanité chez les tribus. Elle s'était battue, justement, pour garder toute son intégrité. Et là, du coup, c'est une grosse partie qui est partie. Et, avec, effectivement, le premier tribu qu'elle tue vraiment d'elle-même. Elle qui, lors de sa moisson, en fait, dit à Gale, mais je ne sais pas tuer des humains. Et il lui dit, c'est comme les animaux. Elle qui était en mode... Parce que tu vois, oui, avec le Nidgap, c'était vraiment pour s'enfuir et pour se sauver. Alors que là, c'est juste un acte barbare, entre guillemets. C'est juste de la vengeance viscérale. Tu vois, elle n'était pas en danger quand elle l'a tué, donc c'est vraiment ce truc. Et en même temps, c'est un acte de protection. C'était de la vengeance, mais un acte de protection. Elle se rend compte aussi, en même temps qu'elle l'a tué, que lui, il a blessé mortellement Roux. C'est un mix des deux, quoi. Juste après, il y a l'annonce il peut y avoir 2 vainqueurs tant qu'ils viennent du même district. Voilà, changement de règles, puisque voilà, le Capitole se croit tout permis, donc ils peuvent effectivement changer les règles en plein milieu de la partie. Il n'y a plus que 2 districts qui sont concernés par cette règle, d'ailleurs. Le premier et le 12e. Le premier et le dernier, voilà. Ouais, superbe. Symbolique, tout ça. Les plus forts versus ceux que tout le monde pense les plus faibles, qui ne le sont pas vraiment, d'ailleurs. Et voilà, donc du coup, Katniss et Peeta se retrouvent. Elle part à sa recherche et elle le retrouve totalement ressemblant à une branche. Hilarant. J'ai trouvé la scène très drôle dans le film, pour le coup. J'ai ta voix en tête, mais comment il a pu faire ça en plein milieu des Hunger Games, quoi. C'est assez drôle. D'où il a trouvé le temps, les matériaux. Ça, il a eu vraiment des bons cours de maquillage aussi pendant cette c'est préparation. clair. Parce que vraiment... C'est pas, c'est que Peeta rêve d'être make-up artiste. Et ouais. Hello MUAs. Peeta Drag Race. Donc ouais, certes, il est bien camouflé, mais ça va pas fort. À la jambe, par une épée. C'est important. Oui, c'est super, super important. C'est moins montré dans les films. Mais ouais, parce que... Ah oui. Tu sais, là, je viens de lire ce qui arrive à sa jambe. Je me Oui. suis dit, mais c'est pas montré dans le film, Non, en fait. c'est pas du tout. Genre, à la fin, donc, Absolument pas. il Non, est du amputé d'une jambe, et dans Oui. le film, bah non. On sait Non, pas. il Pas est du juste tout. guéri. Il est Tout va guéri, en bien, fait. Mais c'est la même chose que Katniss qui, lors de l'explosion, en fait... perd l'audition d'une oreille, mais elle la retrouve après. Ouais, Le Capitole l'opère. Elle perd l'audition que pendant le reste des Hunger Games. Ouais, mais c'est pas du tout Mais c'est pas montré. ressenti. Non. Et je trouve qu'il y a un... Ouais, c'est pas montré, mais donc après l'explosion, Katniss perd une partie de l'audition de l'oreille gauche, je crois. Et c'est quelque chose qui est très peu ressenti, peu montré. Il y a un manque de représentation de l'infirmité que créent les Hunger Games sur les gagnants, par exemple. En fait, juste du trauma. On sent le trauma psychologique, mais le trauma physique est pas du tout là. On se doute bien que la technologie du Capitole peut soigner plein de choses, notamment donc cette infirmité auditive que Katniss aura totalement effacée lors du deuxième.
livre, quelque chose qui aurait été modifié artificiellement. Mais c'est quelque chose qui est totalement gommé, qui est pas du tout abordé dans les films. Je trouve que c'est un peu dommage. Et donc Gale, quand on le retrouve, Pita, quand on le retrouve, il a un morceau de jambe en moins quand même. Hein. Il a une bonne entaille dans la cuisse. Il est en train de crever, la jambe ouverte. Et là, Katniss, elle se dit, bon, faut quand même peut-être que je le sauve si je veux qu'on soit 2 à gagner, quoi. C'est ça, et puis surtout que je crois que c'est là que Pita lui dit mais moi en fait les sponsors ils m'ont rien envoyé. Exactement. Alors qu'elle justement au cours de l'incendie elle est blessée, elle est brûlée assez grièvement et elle reçoit un petit colis avec une pommade avec un petit mot d'Heimlich. Ouais, elle est plus valorisée, elle est même si elle est plus ambivalente comme personne. C'est un personnage qui reçoit plus de soutien, qui reçoit plus de visibilité. On sait pas trop si c'est parce que Pita il a montré une dualité en s'alliant au tribut de carrière ou quoi que ce soit, mais en tout cas il est blessé et personne ne vient l'aider, quoi. C'est ça, ou si tout ça justement fait partie du plan d'Heimlich qui travaille dur pour que justement Katniss elle ait des sponsors, alors que justement il sait que Pita il en a pas tant besoin tant qu'il est allié et que ça fait partie du plan, tout ça. Mais du coup la Katniss se dit bon bah ok, moi j'ai déjà eu un colis, je vais essayer de faire un effort pour que lui il en ait aussi, et justement pour essayer de le sauver pour qu'on gagne tous les deux. Et rebelote les amants maudits. Ouais, ils se sont souvenus du script. Ils se sont dit mais en fait l'oreillette a refonctionné. Ouais, c'est ça. Embrassez-vous. S'ensuit un bisou sur le front, une petite soupe et une annonce du Capitole disant bon écoutez, vous nous saoulez tous, on va vous mettre il va y avoir un grand banquet avec plein de choses à profusion pour vous le lendemain. Ouais, venez prendre des forces en gros. Exactement. Avant la fin, parce que là ça commence à traîner en longueur. Oui, c'est ça. Katniss se rend les écrans compte que pubs ne rapportent plus d'argent des Katniss se rend compte que finalement ça va pouvoir très certainement lui donner de quoi sauver son amoureux. Pseudo-amoureux. Pseudo-amoureux, parce que justement, là, ils discutent un petit peu plus. Il y a un vrai lien qui se recrée, ouais. Ouais. Il lui explique justement une scène qu'elle n'avait pas du tout digérée, ou quand elle était plus petite, c'est qu'elle avait volé, qu'elle s'était fait choper en train de voler. Pita avait balancé les pains qui étaient trop cuits, il les avait balancés au cochon, mais... Des pains que lui avait fait trop cuire, d'ailleurs, lui avait fait trop cuire exprès, et en fait, il a dit non, mais je les ai pas balancés au cochon, c'était vraiment que pour toi, mais je pouvais pas te les donner directement, mon père aurait pas supporté. Et il lui dit aussi qu'il s'est pris une rouste par sa mère qui est relativement violente avec lui. Et du coup, en fait, il lui dit, mais en fait, moi, je t'ai remarqué dès le premier jour d'école, et presque il est tombé in love instantanément, quoi. C'est quelque chose qui est au long cours dans le livre, mais qui est vraiment ressenti vraiment qu'à ce moment-là, je trouve, dans le film. C'est la grosse différence, c'est vraiment le tissage de leur relation. Vraiment le tissage de leur relation, quoi. Je sais pas comment parler, mais... Parce que du coup, la Katniss, elle se dit que c'est des vrais sentiments qu'il a pour elle, mais que c'est pas juste une stratégie, et du coup, elle met un petit peu d'eau dans son vin en disant, ok, je sais pas si moi je vais tomber amoureuse tout de suite, mais je vais essayer d'arrêter de l'envoyer chier dès qu'il prend la parole. Elle commence à développer aussi peut-être même juste un sentiment amical envers lui, quelque chose qu'elle n'avait ressenti qu'avec Gale, et qui la trouble, puisqu'on sent que finalement Katniss c'est une personne qui a pas d'amis. Elle avait une figure amicale en Gale, son pendant masculin. Elle avait vaguement une amie en la figure de la fille du maire, mais c'est tout. Katniss, elle a pas d'amis. On se rend compte que c'est vraiment l'amitié, l'amour, c'est quelque chose de totalement hors de propos pour elle. Elle le dit au tout début du premier livre. Elle veut pas d'enfant. Elle le dit au début du premier film aussi. Katniss, c'est une solitaire pure et dure. Et c'est la première fois qu'elle tisse autant de relations. Je pense à sa relation avec Haymitch ou Cinna, ou justement même Roux et Pita, elle se crée un cercle, quelque chose qui la sort totalement de sa zone de confort. Parce que c'est quelque chose que je pense qu'elle se l'est jamais autorisé, puisqu'elle a pas eu le temps. Elle devait justement remplacer le rôle maternel et faire vivre la famille, donc en fait elle a pas eu le temps de se pencher là-dessus. Et là, c'est paradoxalement le moment où elle se crée le plus d'affinité, de relations de confiance, en fait, de relations égales. Et c'est là que... pas faire. C'est ça. Et elle est en plein grand questionnement sur à quoi ressemble sa relation avec Pita. Et c'est le moment où vraiment c'est assez court en temps, sur la temporalité, même en termes de pages, c'est assez peu de pages. Mais c'est le moment où il y a un vrai quelque chose qui se dénoue entre les deux personnages.
Puis elle le sauve. Voilà. Elle récupère, La soupe était bien magique. La soupe était pas mal et surtout non. Après, elle va à la corne d'abondance récupérer son petit sac. Et donc Avec le médicament. Avec le médicament, c'est là qu'intervient la scène où Tresh lui sauve les miches. Oui. Les miches. Voilà, donc ouais, Tresh lui dit, bah écoute, t'as des roues, voilà, t'as pas pu la sauver, mais de toute façon... Juste cette fois, et voilà, la prochaine, ce sera impossible pas qu'elle ça. survive, donc voilà, va-t'en, je ferme les yeux pour cette fois, et puis la prochaine fois, j'essaierai de pas te louper. Et il tue... Et toi, tu ne feras pas non plus la prochaine fois, donc... Et il tue donc pour la protéger Clove, la fille du 2, exactement. Et elle s'enfuit et grâce à ce qu'elle trouve dans son sac, elle sauve. Enfin, elle sauve. Elle aide Pita. Elle aide Pita. Elle diminue la blessure quand même. Hein. Dans le film, c'est plus montré. Je pense que c'est là qu'on voit la différence entre la représentation de l'infirmité. Mais dans le livre aussi, quand même, elle diminue bien l'infection. Enfin, Puis elle lui a fait une attelle et tout. Ouais, puis il y a tout ce truc aussi où Pita veut l'aider en l'accompagnant chasser, sauf qu'en fait, bah, lui, il n'a pas l'habitude, donc il ne sait pas faire, il fait du bruit. Oui. Ouais, ça nous amène un peu de respiration. Et il fait un bruit monumental, c'est très très drôle. C'est moins représenté dans le film, mais c'est vrai que c'est des scènes très drôles, presque comme avec Roux, quoi, cette scène de sérénité dans la forêt. Ouais, bon, bah, il y a un peu de respiration. Ouais. Je pense que c'est ces scènes-là qui rendent l'insoutenabilité de la violence des jeux plus douce. Quelque chose qui sera d'ailleurs moins représenté, moins ressenti, je trouve, dans le deuxième film. Donc là, on arrive un petit peu à la fin quand même de cette arène, parce qu'il n'y a plus beaucoup de survivants. On arrive à la fin du livre aussi presque, hein, puisque la clôture du livre se fait peu de temps après la fin des jeux. Et je crois que du coup, Tresh et Kato, ils s'entretuent. Eh bien non. Le capitaine en a marre et lance des chiens qui ont des génétiquement modifiés avec des caractéristiques des anciens tribus. C'est ça. Est-ce que du coup, c'est des cadavres modifiés Voilà. Parce que justement, on sait que Roux, elle a eu une sépulture, mais on ne sait pas ce qu'il était devenu des autres cadavres. Parce qu'il récupère tous les cadavres, mais ne les envoie pas dans les districts. Ouais. C'est quelque chose qui est redit après. Et bien là, on se rend compte que ils envoient donc ces chiens cadavres modifiés représentatifs, donc ces anciens combattants, pour rassembler tout le monde et créer une dernière bataille pour faire sortir un dernier gagnant, parce qu'il y en a un petit peu marre, là ça traîne un peu dans le temps, ça devient trop bucolesque. Oui, c'est ça. Bucolique. Trop bucolique. Bucolesque, c'est un mélange entre bucolique et rocambolesque. Ouais, c'est un peu ça en fait, c'est un peu bucolesque. J'adopte. C'est un mot valise. Ouais, c'est pas mal. Je trouve que c'est assez bucolesque comme situation. C'est rocambolique. Oh non, c'est mignon en plus. C'est rocambolique, j'adore. Et donc, oui, ils les rassemblent. Ils sont tous rassemblés à la corne d'abondance. Et... Bon, Tresh meurt par les chiens. Kato, il y a une dernière grande bataille, mais globalement, il meurt aussi par les chiens. Et il reste que Pita et Katniss. Et là... Et donc, ils pensent qu'ils ont... Mais oui. Et le capitaine leur dit « Ah, au fait, non. Vous savez, la dernière règle qu'on a mise, bah en fait, on l'enlève. » Voilà, on annule. Sauf que Katniss, elle a plus d'un tour dans son sac. Oui. Et parce que du coup, ça s'est pas montré, mais justement, on dit que Pita, il s'est pas chassé, il s'est pas se débrouiller dans la nature, puisqu'à un moment, il manque de manger des baies empoisonnées. D'ailleurs, qu'il ne mange pas. Et on a l'une des 5 dernières qui était la renarde. Elle est appelée comme ça tout le long du livre. C'est vraiment une rousse du 5e, je crois, qui... Donc, la tribu du 5 qui est pleine de ressources, qui est pleine de vivacité. C'est vraiment... elle est très vive. Elle fait partie de celles qui vont piquer à la corne d'abondance lorsqu'ils avaient leur vivre en pyramide, là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... C'est la fille pleine de ressources. Et en fait, elle est intelligente, voire même... par contre, trop confiante, puisqu'elle mange les baies empoisonnées que Pita avait récoltées. Et Katniss décide de les garder.
Elle a bien fait de les garder, hein, parce que... C'est fou, elle, apparemment, elle a lu le script. Ouais, je pense qu'elle elle est vraiment... dingue. Parce que du coup, voilà, ils sont en haut de ce monticule, voilà, cerné par voilà, en haut de la corne, cerné par toutes les caméras. Ils se font un câlin, car ça y est, les amants mondiaux ont gagné. Et là, c'est Et le là, non, drame. du coup, puisque le Capitole leur dit, bon, en fait, non, on avait dit un seul gagnant, c'est ça, donc... Démerdez-vous. Voilà. On retourne au script original. Et du coup, là, Katniss a une fulgurance. Elle se dit qu'ils ne peuvent pas finir les jeux avec aucun gagnant et qu'ils vont les forcer Ouais, à elle va avoir forcer le Capitole deux à... gagnants. Ouais. Elle sait très bien qu'elle va avoir la main mise dessus puisque le but des jeux, c'est d'avoir un héros martyr. S'ils perdent les deux martyrs, la révolte ou du moins une grosse forme de protestation pourrait même avoir lieu dans le Capitole. Les jeux n'ont plus lieu d'être, la mainmise du Capitole non plus, donc elle sait qu'elle veut pas tuer Pita, parce qu'elle commence vraiment à s'attacher à lui. Elle sait que du coup Pita est amoureux d'elle, donc il va pas la tuer. Et il lui dit qu'il ne pourra pas le faire. C'est elle qui a donc l'éclair de génie en lui disant écoute, tiens, s'ils veulent pas qu'on gagne à deux, et ben personne ne gagne, on va manger les baies. Elle dit aussi quelque chose dans le livre qui est, je trouve super important, c'est que si lui il part et qu'elle gagne toute seule, en fait son esprit sortira jamais de l'arène et elle restera coincée, traumatisée en fait, tout simplement. Elle a besoin Alors de que survivre s'il au gagne à trauma. deux, ouais, c'est... Ça limitera le S'entraider, trauma de quoi. la mort de Roux, d'avoir eu à tuer des gens. Ouais. Et donc il s'apprête à manger les baies. Les baies touchent leurs lèvres. Dans le livre. Dans le livre, hein. Dans le film, pas trop, quoi. Il lève le bras, il lève le coude. Et là, stop, arrêtez tout. C'est bon, vous on avez annule la gagné. dernière règle, du coup, vous avez regagné. Et vous avez gagné tous les deux. Et du coup, vous avez gagné tous les deux. Félicitations. Katniss tombe dans les pommes. Ouais. Et Pita aussi. Et ce qui est quelque chose qui est moins vu donc dans le film, c'est que Pita, à ce moment-là, il a quand même une jambe qui est toujours en sale état. Je crois qu'il y a eu en plus un chien qui l'a mordu, ouais, ou qui lui a... qui a bien retailladé la guibole, quoi. Et donc, il se retrouve... Elle se réveille au Capitole. Ils ont été soignés. Elle va mieux, elle a retrouvé l'audition. Ouais. Et ils vont sur cette dernière interview pour dire qu'ils ont gagné, pour expliquer pourquoi. Voilà, exactement. Et Mitch revient en disant bon, par contre, il faut absolument que tu dises ouais, c'est ça. Ils sont super en colère. Ils ont pas du tout apprécié ce que t'as fait. Il faut que tu dises que t'es tellement amoureuse de ce garçon que tu pouvais juste pas vivre sans lui. Faut que tu sortes de leur ligne de mire parce que là ils t'ont dans le viseur. Là, ça craint pour toi. Pour une fois, fais ce qu'on te dit. Ouais, s'il te plaît, écoute. Et elle le fait. Elle le fait. Elle fait. est grimée, contrairement au début, aux premières interviews où elle est quand même décrite, elle est quand même grimée comme une belle femme fatale. On met en avant sa beauté presque atypique, mais sa beauté. Là, elle est retransformée comme une jeune fille plus jeune, plus lisse, plus ingénue. On lui rend un peu son innocence. Ouais. On la transforme un petit peu en une Juliette, en fait, je trouve. Il y a cette figure des Roméo et Juliette, les amants maudits, ils sont lissés. Le tout est lissé, quoi. Et justement, là, ça nous montre aussi bien l'évolution du personnage, parce que pour une fois, elle fait ce qu'on lui demande. Parce qu'elle comprend les enjeux qu'il y a derrière. Elle comprend que là, ces actes, ils vont pas être que pour elle s'il y a des conséquences, mais que ça va être pour le district, pour sa famille. Voilà, Et donc, elle a la visite du président Snow chez elle. Quelque chose qui n'est pas montré dans le film. Qui s'est pas montré dans le film, ouais. C'est que dans le livre, où en gros, voilà, il vient la féliciter, mais il y a tout un double discours. Voilà, lui, il est pas du tout dupe. Il sait que c'est que des mensonges et qu'en gros, il va pas la lâcher et qu'elle a pas fini d'en chier, quoi. C'est ça. Et elle, c'est le moment où elle réalise en fait que ce sera jamais fini pour elle. Elle qui pensait que sortir des Hunger Games, ce serait la fin, elle se rend compte qu'elle sera toujours tributaire d'un quelque chose, il sera toujours sur ses côtes à regarder ce qu'elle fait. Oui, qui vont devenir mentors, que mine de rien, en fait, ça reste la télévision. Et que les gens au Capitole, ils vont pas oublier que, il y a eu une histoire d'amour et que... C'est ça. Elle qui voudrait juste tout laisser derrière elle et tout oublier,
dont cette fausse histoire d'amour, elle se rend compte qu'en fait, elle va devoir continuer à faire semblant. Ouais. Et c'est vraiment le plein fouet, le deuxième coup, quoi. Après le trauma de la reine, c'est en fait, tu vas vraiment devoir vivre avec et continuer à composer. Et à faire semblant, et tu vas justement pas pouvoir retrouver Guile, parce que maintenant que t'as un peu compris ce que tu ressentais pour lui, que c'était pas juste de l'amitié. Et puis il y a plus de retour en arrière, contrairement à ce qu'elle attendait, quoi. Ouais. Elle peut plus faire demi-tour. Limite, ça aurait été plus simple pour elle si elle était morte. Ouais. Et du coup, je trouve que c'est une très bonne fin. Je suis d'accord. Parce que du coup, ça t'en dit pas trop sur ce qui va se passer après. Ça pourrait être une fin d'un livre en un seul tome, d'une série en un seul tome. Tu vois, je me suis dit, est-ce qu'elle avait signé pour les 3 d'un coup ? Est-ce qu'elle avait signé que pour celui-là et qu'elle était pas sûre ? Moi, je pense que... franchement, très, très bonne fin. Ouais. C'est une fin ouverte, mais qui pourrait suffire à elle-même, mais qui amène à une potentielle suite, qui amène à des conséquences plus néfastes. Ce qui du coup est pas dans le film, puisque dans le film on sait déjà qu'il y a une suite, donc ils pouvaient le finir un peu... Oui, puisque le film est sorti après, c'est vrai. Et en même temps, je trouve que malgré tout, la justesse de la fin un petit peu ambivalente du livre est bien transcrite dans le film. On le voit lors de l'interview / les passages avec Emmett qui lui dit « Écoute, là, va falloir faire tout ça. » Ça montre bien que la tension, elle monte d'un cran ou de 5. Et effectivement, du coup, on s'attend à ce que dans la suite, ça se passe pas comme sur des roulettes. Qu'il y ait une couille dans le pâté. Exactement. Pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise adaptation ? Moi, je trouve que c'est une très très bonne adaptation. Je trouve que c'est même une des meilleures adaptations que j'ai pu voir. J'aime bien regarder et lire des choses, des livres adaptés, voir des adaptations au cinéma, j'adore ça. J'aime bien me faire un rapport entre les deux. Moi, j'ai eu le rapport inverse, parce que je fais partie de ces gens qui ont vu le premier Hunger Games au cinéma, qui n'ont pas du tout aimé d'ailleurs. J'ai mis des années avant de le lire. D'ailleurs, je l'ai revu avant de le lire pour la toute première fois. Moi, je l'ai lu à 18 ans. Le livre, il est sorti quand j'avais 11-12 ans, je crois. Donc, je l'ai vu bien après. Et il m'a fallu du temps avant du coup, de me faire la part des choses. Et c'est là que je me suis dit, bon, j'ai pas trop aimé le film. Par contre, c'est une adaptation qui est vraiment quasiment nickel, quoi. Ouais, non, je suis totalement d'accord. Je trouve que c'est une très très bonne adaptation. Que tout ce qu'ils ont mis sous le tapis, c'était vraiment pas utile, outre les handicaps, qui je trouve dommage. Mais sinon, tout le reste, c'est franchement, non, c'est super bien. C'est une très très bonne adaptation. Et c'est aussi un très bon film. Oui, c'est ça, parce que des fois, t'as des bonnes adaptations qui sont des mauvais films. Mais là, oui. c'est vraiment les deux. Et justement, moi, les seules choses qui ont été rajoutées, qui sont pas dans le livre, mais qui sont dans le film, c'est qu'en fait, comme le livre, il est écrit à la première personne, c'est ça. Quand elle est dans l'arène, on sait pas ce qui se passe, nous, au Capitole. Et du coup, là, il y a des petites scènes, justement, où on voit cette espèce de tour de contrôle. Oui, ça et tout le monde qui surveille les écrans, où t'as l'impression presque que c'est des scientifiques, vraiment, qui sont là à tout jauger. C'est un mélange, hein. C'est un mélange de ça, c'est des scientifiques, des masterminds du numérique qui vont créer tous ces cataclysmes, toutes ces catastrophes qui vont leur tomber dessus. C'est vraiment une sorte de... C'est l'œil, c'est Big Brother. Moi, je retrouve un petit peu la figure du grand méchant qui contrôle le tout, qui voit tout, à qui on ne peut rien cacher, quoi. Ouais. Je trouve aussi que c'est une bonne adaptation pour un très bon film, une très bonne adaptation pour le rapport au son. Le film, en fait, le livre est donc à la première personne, c'est Katniss, et c'est beaucoup C'est beaucoup de moments dans la forêt où... Ses réflexions. Oui, et ses réflexions, tout se passe beaucoup dans sa tête. Il y a très peu de... On en parlait, mais il y a peu de dialogue et de paroles, et dans le film aussi. Le moment où il y a le plus de dialogue, c'est vraiment sur le micro-temps de préparation. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est la manière dont c'est retranscrit auditivement parlant dans le film. Oui. C'est un film qui est très silencieux, qui est magnifique parce qu'on a des moments de bruit de nature, de bruissement, et les peu de rapport à la musique. Ça réside dans les scènes un petit peu pleines de tension. Ouais, toutes les scènes de tension, les scènes de combat, en fait, le son est toujours... c'est de la musique. T'as jamais
les bruitages du combat. C'est ça. Genre c'est, le moment du massacre à la corne d'abondance au tout début des jeux, tu n'entends rien, c'est juste de la musique. C'est même pas de la musique, en plus, c'est plus que ça. C'est T'as aussi un bruit sourd, ouais. C'est un bruit sourd, c'est totalement couvert par un bruit sourd, on n'entend même pas une musique, c'est vraiment un bourdonnement, une sorte d'arrière-plan, comme quand tes oreilles, Oui. elles brûlent, quoi, et que tu... Mm. Comment le décrire? Ouais, c'est comme si t'avais un acouphène, tu Ouais, sais. ouais, c'est acouphène ça, géant, merci, ouais. C'est beaucoup ça, je trouve que le son... Du coup, je trouve que c'est une bonne adaptation pour la retranscription du fait que ce soit un livre à la première personne, beaucoup dans les pensées du personnage. C'est un film, pas vraiment à la première personne, mais quand même pas mal, et très propre, auditivement parlant. Ouais, carrément. Ouais, alors que je crois qu'en plus, c'est pas un réalisateur qui a fait 1000 trucs, quoi. J'ai regardé, mais... Ouais, alors je sais pas, il mais a vraiment pas fait grand-chose. en le fait. chef hop du son, il a fait Shrek. Je trouve ça super important de le dire. Ouais, non, tu vois, c'est un réalisateur qui a fait 6 films. Hunger Games, c'est son 4e. Et genre, depuis... En fait, c'est lui qui a fait Ocean's 8 en 2018 Ah, et il a oui. rien fait depuis. Ouais. Je trouve aussi que, bien que le film m'ait déplu, moi je trouve que c'est le meilleur des 4 films qui ont été faits. Ok, bah moi, Non. pour le moment, c'est le seul que j'ai vu. Donc, Ok, moi je suis pas d'accord avec cette affirmation. Mais en fait, en le revoyant, il y a un truc qui me frappe, c'est vraiment ce rapport à l'audio. Oui. Que je trouve, mais qui est tellement impressionnant, qui retranscrit tellement tout ce qu'il y a à retranscrire, Et qui n'est pas aussi présent dans les autres films en vrai. et qui peut être compliqué à retranscrire. C'est assez fantastique, c'est ce que je trouve, ce qui fait une très très bonne adaptation et un très bon film. Pour moi, le seul point négatif du film, C'est les acteurs. c'est les acteurs. Ouais, je suis d'accord. On en a parlé un petit peu ça et là, mais vraiment, Jennifer Lawrence, on disait, elle est trop parfaite pour le rôle. Et elle est trop parfaite, elle est trop vieille. Elle est trop vieille. Enfin, je suis désolée, hein, mais je crois qu'elle avait pas forcément... Et elle devait avoir une petite dizaine d'années de plus quand même. Ouais, parce ça a été tourné en 2012. J'avais quel âge en 2012 ? Bah, j'avais 20 ans. J'avais 21 ans et Jennifer Lawrence, on a un an d'écart. Donc tu vois, elle avait 22 ans quand ça s'est tourné, donc elle a pas beaucoup plus. En vrai, ça va. Je En pensais vrai, qu'elle ça était va, plus vieille que ça. Mais je pense que c'est parce qu'elle joue un peu comme une patate. Et du coup... Elle est trop... Je la trouve beaucoup plus arrogante. Ouais. Elle est super dure. Oui. Elle est super dure, je trouve. Et un peu mono-expressive, hein. Je vais pas... Enfin, je trouve que c'est assez impressionnant, mais elle a une impression de... On dirait qu'elle a une crotte qui flotte sous son nez de manière constante. Et elle est toujours un petit peu... Elle a un petit peu un air pincé, un petit peu, alors que normalement c'est Effie, tu vois, qui pourrait avoir cette tête-là. De toujours un peu... Bon, dans le rôle du bulot suprême, Josh Hutcherson, vraiment une feuille de papier. Petit carreau. Ouais, Sans marge. c'est sans marge, ouais, vraiment. Vraiment. Moi, j'aime bien les feuilles de papier petits carreaux. Oui, moi aussi c'est mes préférés, donc on va... Mauvaise donc, comparaison. Une feuille de brouillon. Oui, T'es rose. Non, rose elles sur sont bien laquelle il y les a juste roses. une ligne qui a été imprimée, donc tu peux même pas la réutiliser entièrement, tu vois. Mais Vraiment. non, mais les feuilles de brouillon de couleur, elles sont super... Enfin, des origamis... Elles ont un deuxième intérêt. Non, mais les Là, feuilles de Josh, papier il a rose, on pas dirait du tout du de deuxième PQ. intérêt, quoi. On dirait une feuille de PQ. Alors, on verra dans les prochains podcasts. Je trouve qu'il y a une amélioration aussi du personnage Je suis et, d'accord, du et traitement du personnage. du traitement du personnage et du coup de l'acteur. J'ai un gros crush sur Josh Hutcherson. Ouais, mais Du alors coup, toi, t'arrives, t'es vendu, puis t'es amoureuse de lui depuis Terabithia. Oui, voilà. Ça craint. Donc bon. Mais moi, je suis d'accord avec Audrey. Il y a un manque de charisme au moins dans le premier Oui. film. Ah oui. Alors certes, on le voit pas des masses dans le C'est aussi, livre. ça vient aussi du personnage. Hein. Mais pour le coup, c'est intéressant qu'ils aient pas choisi une beauté fatale ou un mec turbo connu, tu vois. Ouais, c'est vrai. Pour le coup, là, bon choix de casting. Ouais, bien sûr. Oui. Je pense que c'est le personnage dans le premier film. On va dire que l'adaptation, la prise de personnage est bonne. Le personnage dans le premier, il est quand même moyen. Ouais, il est ok tiers, quoi. Et puis il y a Gale. Ouais. Alors, il a un charisme sur le premier tiers. Il a un charisme avant qu'elle entre dans les Hunger Games. Où là, on se dit,
putain, un mec qui sait se débrouiller, il a pas l'air trop con, il a l'air futé, il a l'air d'être très débrouillard. On se dit bon, il pourrait être frère et sœur. Par contre, ça c'est vraiment, on a l'impression qu'elle va coucher avec son cousin quand il se tourne autour. Bah c'est un peu ce qu'on va essayer de nous faire croire après. Genre c'est son cousin. Tu vois, là pour le coup ça marche. Voilà. Mais après, je le trouve très mascu, Gail. Ouais. Très. Je me rends compte que la petite nénette qui traîne avec moi, ben en fait c'est une femme. Elle a une potentialité. Et pourquoi on me la vole, quoi. Oui, c'est vraiment et c'est ce que je reproche beaucoup au personnage de Peeta aussi. Dans le premier, c'est vraiment l'un et l'autre. Katniss, c'est une femme, mais c'est une fille, c'est une femme, c'est un personnage de sexe opposé qu'il faut protéger. Et ils oublient tout de suite que Katniss, elle n'a pas besoin de leur paire de boules pour se protéger elle-même, quoi. Et Gail, c'est un peu ça, et je le trouve pareil, je trouve que c'est un bon casting, mais je le trouve très très irritant. C'est quelque chose d'assez représentatif du premier tome. C'est une histoire incroyable. Le lire à chaque fois me procure des sensations mais incroyables. C'est un livre qui est vraiment top. Par contre, les trois persos, le personnage principal et les deux... c'est deux love interest quelque part. Et ben ils sont super irritants, quoi. Tu vois, c'est un personnage que j'aime bien, mais alors, pour le coup l'acteur, rien à péter. Vraiment, moi la famille Hemsworth, elle me passe au-dessus. Oh non, non, Thor, il me roule dessus. Franchement, tu vois, limite, il dort dans mon lit, je vais dormir dans la baignoire. Waouh. Ah, c'est dur pour Chris, parce que Chris, quand même, il a un sacré charisme, hein, quand il a son petit sourire en coin là, quand il joue Thor. Moi, j'ai mes ovaires qui se rendent compte qu'elles peuvent enfanter. Et elles sont prêtes à avoir des triplés, quoi. Moi qui ne veux pas d'enfants. Ah, tu veux réarmer démographiquement la si c'est Chris... Avec Chris Hemsworth, c'est notre... Bah, je lui passe le message. Tu lui passes le message? Chris, si tu nous écoutes... je trouve que c'est pas le casting de Peeta ou de Gail qui est le plus réussi, mais c'est vraiment celui d'Haymitch. Ce qu'on disait à un moment. Hein. C'est peut-être pas... comment il s'appelle? Woody Harrelson. C'est peut-être pas Woody Harrelson qu'on imagine au tout début, mais c'est vraiment un très bon match. Oui, parce que du coup, il est un peu jeune en fait, du coup pour le rôle aussi. Tant que ça. Mais ça marche. Pas tant que ça. Hein. Il me semble qu'il est quand même, il est pas tout jeune, Woody Harrelson. Et puis il est grimé à la manière de faire vieux jeune. Tu sais. Ouais, oui, il a 62 ans actuellement, donc quand ça s'est tourné, il avait 50 ans. Donc ça se tient. Il est censé. Il est censé avoir 15 ans de plus. Ouais. Non. Si. Non. Ça fait 50 ans que lui, il a fait les Hunger Games. Il est censé avoir une bonne soixantaine. C'est ça, il est censé avoir 65, tu vois, donc il y a 15 ans. Ouais. Mais bon, ça passe, tu vois. Ça se fait. Ouais, parce qu'il faut pas oublier qu'il est censé être quand même, du coup, mieux nourri, mieux logé, mieux loti. Et je trouve qu'il fait bien l'affaire. Je trouve que Woody Harrelson, je trouve que le casting, il est bien nailed pour en la personne de Haymitch. J'aime bien aussi, bon, après, c'est totalement personnel, mais Sina avec le beau et grand Lenny Kravitz, c'était parfait. Ça aurait été dur de faire mieux, je pense, mais... Tu vois, en fait, c'était soit lui, soit RuPaul. Mais du coup, ça donnait pas le même personnage. Mais, non, tu vois, non du pas. tout. Non, mais du coup, maintenant, j'ai envie de le voir, RuPaul, qui joue Sina, enfin, pardon. Mais... Ah non, ou alors, mais... quitte à mettre RuPaul dans Hunger Games, c'est autant lui faire jouer Snow, quoi. Non, le faire jouer... Effie. RuPaul qui joue Effie. Non, Elizabeth Banks, elle est parfaite en Effie. J'imagine RuPaul en Effie. Mais Elizabeth Banks. Katniss, sachez... Ok, j'avoue. Non, je suis d'accord. Oui, Effie, effectivement, aussi, est une très bonne représentation. En fait, je trouve que les personnages secondaires, qui ne sont pas les love interest, sont incroyablement bien castés, incroyablement bien joués. Prenons Snow, qu'on voit au bas mot Katzen. Oui, grave. Il est incroyable, il est terrorisant, et en même temps... il est là avec sa petite touffe de cheveux blonds, là, de petits cheveux blancs, on dirait un Papa Noël mi-gentil, mi-méchant. Et ouais, il pourrait faire le Père Noël et personne serait surprise, quoi. Après, ouais, c'est quand même Un fils de pute. Oui, mais j'allais dire un très bon acteur. Mais aussi... Oui, carrément. Oui, aussi.
Non, c'est un très bon acteur, mais justement, je trouve que c'est ça, c'est le film est porté par le bon cast et surtout le bon cast de personnages secondaires, Ouais. qui sont incroyables par leur micro-présence, quoi. Oui. La manière dont Snow a une impression de... Il est plus petit que Seneca, qui est le présentateur d'ailleurs dont on n'a pas parlé. Donc il n'est pas le présentateur qui est le maître des Oui. Snow, il est plus petit que Seneca, donc le haut maître des jeux dont on n'a pas parlé. Mais il a cette aura, tel un gros lion qui met tout le monde à plat. Il a ce quelque chose. Même Seneca, il a cette présence où sur le peu qu'on le voit, il est là, il est lisse, il est parfait. Il est décrit comme étant un peu plus grimé aussi dans le film, Oui, puis dans en le fait, livre. ils l'ont tout de suite très vite rendu identifiable par sa barbe, qui est vraiment taillée d'une manière très particulière. Ouais. Moi, j'ai pensé aux maquilleuses tout le long du film en me disant que vraiment les raccords prothèses ou je pense Oui. que c'est une prothèse. Je pense pas qu'il les rasait à chaque fois comme ça, mais ça devait être un calvaire, quoi. Ah, mais pour tout, hein. Mais Je pour pense tout. à Effie ou C'est vraiment ils ont misé beaucoup sur les détails, le visuel. sur le visuel et sur les tout petits détails. Et franchement, ça marche vraiment très très bien. Le rapport entre Snow, Seneca ou Seneca et ses intendants aussi dans cette tour d'ivoire où il contrôle tout. Ils sont tous en blanc, un petit peu lissés, un petit peu uniformes. Lui, il est là, il se démarque. C'est assez impressionnant, quoi. C'est ça qui fait le tout, je pense. Et tu vois, justement, des fois, t'as des adaptations où, comme c'est un peu de la littérature jeunesse, ils se disent on va faire ça par-dessus la jambe, mais là, pas du tout. Ouais. C'est vrai. C'est vraiment... parce que ça arrive à la fin d'Harry Potter. C'est vrai. Et donc, ils se disent Harry Potter, là, c'est fini. Il nous faut un truc assez fort et sur lequel on va mettre vraiment tout de suite beaucoup de moyens. Et c'est pour ça que je pense que ça marche aussi bien et que là, voilà... La nouvelle poule aux œufs les d'or. premiers films sont sortis en 2012, mais là, en 2023, il y a un nouveau film qui est sorti... Ouais. Avec la parution du préquel, donc en poche. C'était Voilà, vraiment... qui vient de sortir, donc c'est vraiment plus quelque chose qui on continue. revient sur la vague, quoi. Ouais. 10 ans après, je crois. Non, parce que Même un peu le grand format, il est sorti en 2018. Ou en 2020. Non, oui, mais... 2018 aux US, en 2020 Mais chez c'est ça, nous. mais il me semble que le premier livre est sorti C'est en en grand 2008. format en 2008. Oui, 2008. Donc ouais. 10 ans Ah après, oui, il y a 10 ans après, le oui, ok. premier, il y a une nouveauté. C'est Oui. c'est Je pensais assez... 10 ans après les films. Non, du tout. C'est ainsi que se conclut cet épisode sur Hunger Games. Merci de nous avoir écoutés. En description, comme d'habitude, le lien du compte Instagram et de la page Tipeee. Vous verrez, j'ai décidé de la rebrander un petit peu. Tout sera expliqué en détail. À bientôt pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, lisez des films, regardez des livres. Ou le contraire, c'est encore mieux.